Bonsoir, voilà. Ma femme me dit, mais pourquoi tu vas à une conférence sur l'échec? Tu as beaucoup réussi. Et c'est pour ça que je suis venu. Parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de commencer à 51 ans, de réfléchir, pourquoi les échecs, et j'en ai trouvé tout plein. Alors, je vous fais grâce de mes échecs les plus, les plus longs, mais il y en a deux, trois quand même que peut-être vaut la peine de partager. Alors, je commencerai par l'idée tout simple, c'est que j'ai tout réussi au début, c'est-à-dire je suis né d'une famille suisse-allemande au Tessin, j'ai appris 2 langues tout de suite, ensuite j'ai fait la meilleure maturité à 18 ans, pas à 17. J'ai gagné 7000 francs mes premières vacances à 18 ans, la vie était... Et j'arrive à l'université HEC, étranger. J'ai dû apprendre le français rapidement, j'ai échoué en informatique, on m'a pas pris pour le stage Procter & Gamble, ensuite on m'a refusé pour aller à Orlando, à Disney, Magic, machin, World. Et je me retrouve à 23 ans. En plus, j'ai décidé de pas aller chez Nestlé ou dans une banque et de commencer une vie un peu dans l'idéal. Je rejoins un groupe idéaliste. Et voilà, je me dis, qu'est-ce que je peux faire chez vous? Tu peux enseigner. Alors j'ai enseigné. Et après 1 année et demie d'enseignement, je me retrouve dans un grenier d'une vieille maison vaudoise à Yverdon. Et j'ai pleuré. Je comprenais pas comment enseigner à des adolescents à 12 ans. J'avais jamais appris. HEC vous enseigne pas tellement à enseigner ou à gérer des gens. Et là, j'ai dit, j'ai un choix. Soit je déprime, ce qui n'était pas tout à fait ma nature, mais soit je hang in en anglais, je m'accroche. Alors j'ai cherché les ressources en moi, je me suis souvenu des phrases de ma mère, d'un verset de la Bible ou de je ne sais pas quoi, je me suis accroché. Et quelques semaines après, j'avais 24 ans, le coup de fil un peu particulier, je me suis fait une petite image. Et voilà, en plein dans ce moment-là, j'ai reçu un coup de fil des États-Unis, vraie histoire. Est-ce que tu veux venir? J'ai entendu que tu enseignes, tu sais plusieurs langues. Partir aux États-Unis. Je dis, tiens, super. Tout de suite, oui, d'accord, c'est bon. Le salaire, on en parlera là-bas, c'est pas grave. Et c'est la raison que j'ai cherché dans mes vestiaires une cravate américaine. Je ne suis pas américain, je vous rassure, et je n'idéalise ni les républicains, ni les démocrates. Mais par contre, j'ai appris des choses, parce que j'ai vécu 7 ans aux États-Unis après, grâce à ce téléphone. J'ai voyagé une dizaine d'années dans l'international, entre Sydney et Dublin, en passant par le Moyen-Orient. Et j'ai vécu vraiment la culture anglo-saxonne. Et j'ai, première chose, 5 ou 6 réflexions à vous partager sur cette culture qui m'a apporté des choses. Première chose, je dois dire, on est seul aux États-Unis. Et peut-être pour l'image, vous voyez ici, comme vous êtes dans une grande ville, j'étais plutôt à Miami qu'à New York, mais vous êtes un peu paumé. Vous êtes seul, il n'y a personne qui vous aide. Vous essayez de faire quelque chose, ceux qui ont connu ça. Moi, je me suis trouvé sous un pont avec $700 pour l'avocat pour enfin avoir mon permis de travail. Vous vous sentez vraiment abandonné. Et les gens, tous, ont ce sentiment à un certain moment. Et peut-être pour ça, aussi par la taille de ces endroits, il y a une certaine liberté qui naît. Seul, je crève ou j'agis. Et j'ai vécu tout jeune là-bas comme instituteur. Je cherchais un peu de temps partiel parce que je gagnais $1000. Vous savez, $1000 à 25 ans, même si c'était $3 à l'époque. 3 francs, pardon, 3000 francs, bon, voilà, mais quand même, c'est pas beaucoup. Je voulais sortir. Et j'ai connu la culture américaine par l'expérience. Ma femme avait perdu un peu de poids, vous savez, quand on me connaît ensuite aux États-Unis, elle avait pris un peu de poids, elle avait perdu avec un programme qui s'appelle Herbalife, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et je me suis dit, tiens, je peux vendre ce truc, parce que ma femme a perdu 15 kilos, donc je peux le vendre. Et j'ai pu vendre, en l'espace de 2 ans, je me rends compte, quand j'ai sorti mes fiches d'impôt, j'ai gagné 2 fois $10 000, 2 fois $10 000 en temps partiel. C'est l'équivalent de 30 000 francs. C'est comme si je gagnais 3 000 francs suisses au travail du soir. Je me dis, mais comment j'ai fait ça? Et c'est tout simple. Ce que j'ai fait, une fois que j'ai vendu aux pompistes, à la caissière, aux gens que je croisais en allant à mon boulot, j'ai commencé à prendre des pages jaunes et j'ai téléphoné. Et là, j'ai découvert cette liberté. Dans un grand pays, on vous permet tout. On permet d'oser. J'ai appelé les églises baptistes parce que les choristes sont gros. Je me suis dit, là, je peux vendre. Effectivement, après 15 téléphones, enfin, on m'a dit, venez à la South Dixie du côté ouest. Je vais avec mon gros bus scolaire, j'enseignais là-bas aussi. Et je me trouve dans un quartier un peu glauque. Le pasteur avait son pied sur la table avec un trou et grattait son orteil. Et voilà qu'arrive une très belle personne, sa femme, maigrissime, juste le mannequin parfait, et voulait acheter mon petit programme de nutrition. Suite à ça, on m'a invité, même je me suis dit jamais on pourra vendre ici, et je me suis trouvé devant un auditoire à la moitié de ce soir, avec tous des gros chanteurs d'une chorale. Et ma femme, qui est venue tirer à 4 épingles, on a fait le show avec la vidéo,
on est parti avec beaucoup de sympathie, pas une seule vente. Et je me suis dit, bon, tout ce travail sans rien. Et après ça, dans les 2 ans, j'ai gagné 2 fois 10 000 $ par ce réseau-là. Un après l'autre m'ont appelé. Donc voilà, liberté, deuxième leçon, solitude, liberté, on permet de faire des choses. Et peut-être le risque, les gens sont prêts à risquer plusieurs fois. Plusieurs fois, ils mettent leur hypothèque, leur maison sur la table. Plus tard, quand j'étais dans l'exportation, j'ai travaillé pour l'Eurostar dans le repassage, j'avais plusieurs containers dans un port à Melbourne, et je devais vendre ces foutues, excusez-moi, planches à repasser dans la petite chaîne rouillait gentiment, et moi, comme jeune responsable d'export, je devais liquider ce million de francs suisses dans le port. Alors, j'ai pris le premier distributeur qui vendait des polish de Ferrari et des petites bouts allemands. J'ai pris, est-ce que tu peux me vendre mes planches? Elle me dit, oui, je peux vendre tes planches. Une année après, bien sûr, il en avait vendu 30, j'en avais 850. Alors, je l'ai revu, j'ai dit, mais écoute, je vais donner les affaires à quelqu'un à Sydney. Alors, c'était le grand monsieur, fils de 100 millions de chiffres d'affaires, chèque tout de suite. Et j'ai dit à ce petit distributeur italien, un Italo-Australien, j'ai dit, écoute, Laurie, je dois donner la distribution à l'autre parce que tu m'as pas vendu assez de choses. Et là, j'ai découvert la entrepreneurship la plus pure. Il m'a dit, écoute, même mon chien me parle plus, j'ai hypothéqué ma maison, je n'ai plus rien avec votre histoire de... Par contre, crois-moi, donne-moi une année et tu verras que je vais réussir. Je dis, bon, écoute, toi, tu vends sur Melbourne, toi, l'autre, il vend sur Sydney. On est parti. Une année après, il avait fait devenir de la Lorastar une marque. Il avait trouvé un employé de chez Gillette qui lui avait ouvert toute la distribution australienne. Aujourd'hui, je crois qu'ils vendent 5 à 6 000 produits par année. Et c'est une vraie marque suisse en Australie. Voilà, donc, troisième chose, le courage, la prise de risque. Et peut-être la dernière chose, avant de vous parler un peu de mon expérience management depuis 10 ans, la dernière chose, c'est que je pense qu'aux États-Unis, ou dans le monde anglo-saxon, mais surtout aux États-Unis, il y a la psychologie positive. Alors, ça sonne un peu bizarre, hein. Moi, j'ai lu tous ces bouquins, d'abord, ça m'a un peu surpris. Mais quand on creuse un peu derrière, je crois que je peux l'exprimer comme ça. C'est l'évangile aussi pour soi. Nous, on nous enseigne l'évangile, c'est pour les autres. Et là-bas, on dit non, c'est pour moi d'abord. Et c'est surprenant, ça fait comme ça. Mais si on mélange les deux, et on le vit pour soi, peut-être on peut mieux le vivre pour l'autre. Voilà, ça c'était pour le flash anglo-saxon. Et puis maintenant, pour finir, 2-3 réflexions. Depuis 10 ans, après 3 ans dans une boîte un peu folle dans les télécoms, je ne mentionnerai pas, j'ai atterri un job comme responsable de l'Institut de formation. Et on m'a cherché surtout parce qu'ils voulaient développer les affaires, pas que ça reste stable, mais que ça se développe. Bon, j'ai dit oui, et je gère donc le CRPM aujourd'hui à Lausanne, et j'ai vu à peu près une centaine de managers qui viennent chez nous pour dire « j'aimerais pas juste faire un cours, j'aimerais faire un parcours ». Et ils sont tous ambitieux. Alors je me suis dit, je vais prendre cette image. Ils viennent tous dans un institut de management pour dire « je veux m'améliorer, je veux augmenter ma position, je veux changer de carrière ». Et ils viennent et me disent « aidez-moi, faites quelque chose ». Alors, bon, je me gratte la tête, je me dis « bon, d'abord, il faut que ça vienne de vous, hein, c'est votre employeur, mais est-ce que vous voulez ?» Et ça commence par ça. Est-ce que vous avez vraiment, et je vous décode 3 points simples que je retrouve régulièrement. Et la première question, est-ce que vous avez décidé des obstacles que vous vous mettez? Et souvent, c'est pas très clair. Alors, quand c'est une grosse boîte qui paye, ils savent pas très bien où ils vont, souvent. Et puis, quand c'est quelqu'un qui a décidé de remettre le cap, je vois qu'il y a une ambition. Première chose, une ambition claire. Deuxième chose, je leur demande, mais vous venez faire des cours. J'ai eu un cas d'une dame, très bien de sa personne, qui me dit, je veux un cours sur l'affirmation de soi. Je dis, vous êtes sûr? Vous êtes très affirmé, il me semble, vous êtes bien. Ouais, mais vous comprenez, dès que je sors de petits groupes, j'ai peur. J'ai dit, d'accord, mais alors peut-être prenez un cours de prise de parole, lancez-vous, faites des jutes oratoires, et puis peut-être vous sentirez mieux. Effectivement, je l'ai revu quelques mois après, elle m'a dit, ah, c'est ça qu'il fallait faire, pas de la psychologie. Donc, deuxième message, il faut essayer. Ça sert à rien d'apprendre des concepts, hein. À l'école, on apprend beaucoup de concepts, à l'Uni aussi, j'ai passé par là, mais après, il faut les essayer, il faut se frotter à la réalité. Exemple de mon fils, 14 ans. L'ado un peu cool comme ça, il me dit, papa, j'ai vu comment tu as mis l'étagère, j'aimerais mettre la deuxième. J'ai dit, bon alors, ok, voilà l'outil, on se voit dans 10 minutes, mets l'étagère. Bzz, bzz, des bruits, tout ça dans la chambre, tout d'un coup j'entends, grand coup. Il claque la porte, il part, papa j'ai besoin d'aide, je m'en sors pas. Et magnifique, enfin, je peux lui parler, parce qu'avant il disait, non, je sais tout faire. Et la deuxième chose pour moi, il faut essayer quelque chose. Seulement là, vous pouvez demander de l'aide. Il faut essayer quelque chose de nouveau, de difficile. Troisième chose que j'ai observé, c'est que, et là je rejoins ce que dit Patrick Delarive, je pense que les gens, ils doivent apprendre à s'écouter.
il faut prendre un ami, peut-être pas forcément un coach professionnel, mais quelqu'un de suffisamment distant qui peut vous dire ce qu'il pense de vous et d'assez proche pour que vous confiez en lui. Vous avez besoin de ça. Des fois, c'est le conjoint, des fois pas. Mais je pense que pour progresser, pour surmonter les échecs quand on se casse la pipe, il faut quelqu'un au qui on peut se confier, qui peut nous dire des choses sur nous. Puis, encore 2 points, c'est que ensuite, je pense qu'il y a toute la problématique de vraiment échouer. Je pense, j'en suis un exemple, parce que beaucoup de fois, je m'en suis sorti encore juste en extrémis. Et ça, j'ai appris de ma femme. Je dis, mais lâche, échoue vraiment, dis que ça n'a pas été. Dis-moi que t'as pas fait ça. Ou... Et ça, j'ai appris, des fois avec des pleurs, de dire, oui, c'était moi qui a fait cette chose-là. Et puis, c'est mes limites. Et puis, toucher le fond, parce que dans une piscine, si vous voulez rebondir, il faut aller en bas pour sauter, pour nager de nouveau. Mais pas s'agiter. Et je finirai par ça. Ce ressourcement vient des autres. Se ressourcer avec un feedback, c'est bien, mais ce ressourcement vient du fait de se rencontrer. Alors, sortant de notre sphère toute simple professionnelle ou toute simple familiale, faisant quelque chose de nouveau, de différent. Vous aimez le sport, faites le sport. Moi, j'ai redécouvert, j'ai fait un marathon il y a 2 semaines. J'ai pas fait de sport pendant 35 ans. J'étais vice-champion suisse à 16 ans. J'ai tout gagné. J'ai arrêté. Et puis maintenant, je me dis, je dois me ressourcer un peu, je dois changer. J'ai recommencé à faire de la course. J'ai fait un marathon, je trouve ça super. Mais je suis seul pour moi et ça me ressource. Donc, un conseil, quand vous sortez de votre réseau et vous allez dans d'autres réseaux, peut-être Résonance est une occasion. Et je finirai par ça. Sortez, allez ailleurs, faites quelque chose où vous rencontrez des personnes et ça va vous donner des autres impulsions et ça aide à repartir. Voilà, je finis pour ce partage et bienvenue dans la vie pour échanger.